attendu depuis bien longtemps. C'était annoncé pour le 15 décembre, mais sommet annulé à la dernière minute à cause des divergences entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Sur quoi portent ces divergences? Quelle intelligence peut-on tirer de ce problème? Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous faire confiance. On va vous présenter les faits et je présenterai mes invités. Soit je profite directement pour présenter mes invités et puis je présenterai les faits tout récemment. Je suis avec M. Fredy Mulumba, politologue, chercheur, journaliste. Fait toujours l'honneur de prendre part à nos émissions et éclairer l'opinion. Monsieur Fredy Mulumba, bonjour et merci beaucoup de votre présence dans cette émission. Salut Dan, merci beaucoup. J'espère qu'on va éclairer notre opinion parce que nous sommes dans une confusion totale. Il faudrait qu'on ait le courage de s'assumer pour dire la vérité à notre peuple. Parce que ce que nous vivons ici, c'est une situation qui va bouleverser tout. Si on ne fait pas attention, nous serons esclaves des autres. Alors, en face de vous, je serai avec le professeur Bilolo. Professeur Bilolo qui fait ses premiers pas dans Grande Tribune. Professeur Bilolo, pour ceux qui... Bonjour d'abord. Oui, bonjour. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter qui vous êtes réellement? Oui, je suis philosophe égyptologue, directeur donc de l'Institut africain d'études prospectives, INADEP, qui était effectivement créé pour analyser et étudier ce genre de problèmes. Donc les problèmes, ça c'est notre rôle, mais malgré ce rôle confié par l'ordonnance présidentielle, à Kinshasa, l'INADEP a des difficultés réelles. D'accord. Merci beaucoup, professeur Bilolo Mubabeng. Bien, oui. Voilà, merci beaucoup. Vous êtes donc philosophe, égyptologue. On va donc avec vous analyser cette question. Alors, voici donc les questions d'actualité telles qu'elles se présentent. Voilà la communiqué. On va commencer par le communiqué de la République démocratique du Congo sur le report du rendez-vous de Luanda. La RDC note la non-tenue de la tripartite convoquée par la médiation angolaise le dimanche 15 décembre 2024 dans le cadre du processus de paix de Luanda. L'objet de ce sommet était d'adopter le projet d'accord préalablement préparé et négocié par les ministres des Affaires étrangères de la RDC, de l'Angola et du Rwanda. Au cours de la réunion ministérielle du samedi 14 décembre, le Rwanda a présenté un nouveau préalable à la signature du dit accord, excusez-moi, à savoir la tenue d'un dialogue direct entre la République démocratique du Congo et le groupe terroriste M23. Ceci constitue un blocage délibéré et une entrave majeure aux efforts fournis pour faire aboutir le processus de Luanda initié par l'Union africaine et soutenu par le Conseil de sécurité des Nations Unies depuis juillet 2022. En introduisant cette condition de dernière minute contraire aux discussions précédentes, le Rwanda démontre une fois de plus son soutien inconditionnel au M23, un groupe terroriste impliqué dans des violations graves des droits humains et dans des activités déstabilisatrices en RDC. Cette posture irresponsable met en péril la paix et compromet les avancées majeures enregistrées notamment à la signature d'un plan opérationnel permettant d'une part le retrait des forces rwandaises du territoire congolais et d'autre part le désarmement et la neutralisation des FDLR. La RDC condamne avec fermeté cette nouvelle manœuvre de mauvaise foi qui révèle à nouveau l'absence de volonté réelle du Rwanda à s'engager dans une démarche sincère pour la paix. Ce comportement nuit non seulement à la stabilité régionale, mais constitue également une violation des principes convenus dans le cadre des initiatives internationales et régionales. Tout en saluant le rôle crucial de son Excellence Monsieur le Président Joao Lourenço dans les efforts de médiation, la RDC appelle la communauté internationale à tirer les conséquences de cet échec et à agir avec fermeté face à l'attitude du Rwanda. La RDC réaffirme son engagement à poursuivre les efforts pour établir une paix juste et durable dans les Grands Lacs à travers le processus de Luanda. Fait à Kinshasa le 15 décembre 2024, Eric Nindou Kibambe, directeur de la cellule de communication de la présidence. Ce sommet n'aurait donc pas abouti à un accord en particulier dans le contexte
des menaces permanentes des dirigeants de la RDC, y compris les présidents, à procéder à un changement de régime du Rwanda, ainsi que la coalition plus large déployée dans l'est de la RDC, aux côtés des FARDC, y compris les mercenaires européens, l'armée burundaise, les Wazalendo et les FDLR. Donc, lors de la réunion ministérielle qui s'est tenue à Luanda le 14 décembre 2024, le Rwanda et la RDC ne sont pas parvenus à un consensus sur un engagement en faveur des pourparlers directs avec le groupe rebelle congolais M23 en vue d'une solution politique au conflit qui sévit dans l'est de la RDC. Voilà donc les résumés, on va dire, du communiqué du Rwanda. La médiation a également communiqué. La médiation dit, lors de cette réunion, la seule question qui est restée en suspens, c'est justement la question de négociation directe avec le Rwanda et l'achèvement et la consolidation du dit projet d'accord de paix. Donc le facilitateur, son excellence Joao Lourenço, exprime sa préoccupation face au manque de consensus sur cette question cruciale et fracturatrice des relations entre les deux États, regrettant le report du sommet à la demande de l'une des parties à la dernière heure. Voilà. De façon limitée, on va donc s'arrêter là. L'essentiel vient d'être dit. On va donc chercher à comprendre le fond de cette actualité. Qu'est-ce que cela cache réellement? Si le Rwanda ne dit pas la vérité, donc c'est la RDC qui ne dit pas la vérité. Si la RDC dit la vérité, donc c'est le Rwanda qui ne dit pas la vérité. Alors, qui dit la vérité? Qui est dans le mensonge? Monsieur Freddy Mulumba, on va commencer avec vous. Essayez de nous donner un peu votre grille de lecture par rapport à cette question cruciale de l'actualité congolaise. Oui, merci Dan. Je pense qu'il faut relever ici que c'est le président américain Biden qui a demandé au président Félix Antoine Tshisekedi de négocier avec Paul Kagame à Luanda. Donc, quand le président était en Angola la fois dernière, ils ont parlé avec Biden. Il a dit, OK, le 15, vous allez vous rencontrer. Donc, c'est pour montrer que M. Kagame, c'est un menteur. Il faut connaître très bien les Rwandais, ce qu'on appelle Ubwengi, la Russe. Et je demande à beaucoup de nos amis de lecture de faire un effort de lire les auteurs congolais qui ont travaillé dessus, les auteurs africains ou bien étrangers. Regardez, il y a Nikez Kibel Oka, il a publié ici à Kinshasa, les rébellions rwandaises au Kivu, 1996-2024. Une stratégie de la balkanisation du Congo. C'est publié cette année. Il ne faut pas oublier, ça c'est la première clé de lecture. La deuxième, il faut que les gens comprennent que ceux qui nous font la guerre, ce n'est pas les Rwandais, tout comme l'Ouganda. Les Rwandais et l'Ouganda sont utilisés par les globalistes. Donc il faut faire du recul pour comprendre la guerre l'AFDEL. Je pense qu'il y a un Canadien, Alain Denault, Noir Canada, pillage, corruption et criminalité en Afrique. Il a donné toutes les informations sur les début de la guerre, sur les acteurs et leurs motivations. Troisième clé de lecture, c'est pour dire que cette guerre oppose deux régions. Vous avez la SADC en face de EAC. Donc SADC, avec le Sud-Africain, vous avez l'Angola, l'Afrique du Sud, le Congo. En face, vous avez EAC, c'est avec Museveni, Kagame et Ruto. Donc, la SADC représente les patriotes africains, les gens qui se sont battus pour l'indépendance des États de l'Afrique australe. Ils n'ont pas eu le soutien extérieur, ils ne sont pas chapeautés par une puissance extérieure. Donc, la SADC agit d'une manière autonome. Donc, la SADC et l'EAC s'opposent en termes d'objectifs? Non, en termes d'intérêt. En termes d'intérêt? Oui. Donc, la SADC, c'est pour l'indépendance de l'Afrique. Par contre, EAC, c'est le monde anglo-saxon. C'est qui était à la base de la guerre l'AFDEL. On a utilisé l'Ouganda et le Rwanda pour nous faire la guerre
et piller le Congo et le faire imploser. Il y a un ouvrage, il y a un Américain, non, c'est un Français, Gérard Prigné, qui a publié Africa Hot War, donc la guerre mondiale africaine. C'est un livre publié à Oxford University en 2009. Ça résume l'antagonisme entre l'Afrique qui cherche son indépendance et une Afrique qui est sous contrôle des anglo-saxons. Là, tout est expliqué dans ces livres. Mais entre-temps, nous sommes et en même temps à l'EAC et à la SADC. Est-ce que nous visons les mêmes... Pourquoi est-ce que nous visons les mêmes intérêts ou les intérêts sont contradictoires pour notre pays? Non, il ne faut pas oublier qu'on a été sous pression pour aller à l'EAC. Il n'y a même pas de débat. Normalement, on ne devrait pas faire ces choix-là. Mais comme il y a des intérêts économiques dans ce monde de l'Afrique de l'Est, il fallait faire pression sur le Congo pour qu'on accepte d'y adhérer. Comme ça, ils peuvent avoir la main sur le Kivu de manière un peu officielle. Vous avez la 4e clé de lecture. Il faut qu'on comprenne. Ce qu'on connaît comme difficulté, comme crise, c'est lié à l'évolution du capitalisme. Ça fait 5 siècles, 500 ans que l'Occident, avec son capitalisme, a dominé le monde. Le cycle est arrivé à la fin. Et il y a Samir Amin, qui est égyptien déjà décédé, c'est un économiste panafricain. Il a écrit sur la crise, sortir de la crise du capitalisme ou sortir du capitalisme en crise. Et lui explique facilement que ce qui se passe ici, c'est l'accumulation par des possessions depuis l'esclavage. Ce système économique, c'est pour piller les Africains, voler et les dominer. Donc, Samir Amin a bien résumé ça dans son livre. Il dit qu'il faut sortir ce capitalisme-là. Il faut inventer un autre modèle économique qui peut permettre aux Africains de tenir debout, d'être debout et pas d'être des gens couchés. Les Africains doivent inventer leur modèle économique. Oui, il faut inventer. La Chine en a fait. La Chine a inventé ce modèle. Qu'est-ce qui nous manque, non? Il y a la Renaissance africaine qu'il faut utiliser. Mais 5e clé de lecture, nous sommes dans un monde multipolaire. Donc il y a l'ancien monde qui est en train de disparaître, avec l'Occident, c'est fini. Il y a un nouveau monde qui émerge, un monde multipolaire, où vous avez... non, multipolaire, oui. Vous avez 3 grandes puissances. Vous avez la Chine, vous avez la Russie, et vous avez l'Amérique. Ces 3 grandes puissances vont s'affronter, surtout sur notre propre pays. Maintenant, ces 3 grandes puissances, vous avez des puissances moyennes. Vous avez la Turquie, vous avez l'Iran, peut-être l'Arabie Saoudite, vous avez le Japon, vous avez quel pays encore, la Corée du Sud et d'autres avec l'Inde qui émergent. En Europe, la seule puissance qui peut encore tenir, c'est l'Allemagne. La France, il faut mettre la croix, c'est plus une puissance, c'est fini pour eux. Donc, il faut que vous compreniez aussi, ça c'est 6e clé de lecture, chaque fois qu'il y a des mutations sur le plan économique, scientifique, à partir du plan technologique et scientifique, le capitalisme connaît des mutations. La première phase du capitalisme, c'était la révolution commerciale. Nos amis occidentaux sont partis en Chine, ils ont pris la science chinoise, le poudre à canon, l'écriture, et aussi l'imprimerie et la boussole. Ils ont pris ces éléments, ils ont dominé le monde. C'est comme ça que le capitalisme s'est développé. Oui. Quand il y a eu une deuxième invention avec les moteurs à vapeur, ou bien moteurs à vapeur, il y a eu une industrialisation. On n'avait plus besoin des esclaves. On a préféré coloniser. C'est comme ça qu'en 1885, il y a eu la conférence de Berlin. C'était pour coloniser l'Afrique et le monde entier. Maintenant, nous sommes la 3e phase du capitalisme provoquée par la révolution numérique et la transition énergétique. Donc on ne sait pas le monde demain sera fait comment. Si la fois dernière, durant la colonisation, pour s'enrichir, il faut avoir les contre les matières premières, maintenant pour être riche, il faut maîtriser une nouvelle technologie, la science et l'innovation. Voilà pourquoi vous avez la Chine, vous avez l'Inde, vous avez aussi la Corée du Sud, tout comme le Japon, ils n'ont pas colonisé. Mais par contre, l'Europe a beaucoup plus colonisé l'Afrique. Et toutes les richesses européennes viennent de l'Afrique. Donc, sans l'Afrique, sans les Congo, l'Europe ne peut pas vivre. Voilà pourquoi
la guerre est permanente. Et quand vous avez de telles clés de lecture, ça va vous permettre de savoir comment négocier, négocier avec qui, et puis quelles sont les orientations qu'il faut donner. Les problèmes chez nous, on a l'impression que les gens qui vont négocier n'ont pas les bacs 40. Les équipes, on ne sait pas, ils vont négocier. Parce qu'on voit, je peux prendre l'exemple du professeur Tombaloaba. Professeur Tombaloaba, il a été à CIRGEL, CPGEL. Il ne connaît très bien comment dirais-je, la région. Mais quand on va négocier, on ne l'amène pas. Vous voulez voir quoi? Donc, il pilote l'accord cadre. Oui, j'ai dit quand on va négocier. Ça signifie que quand nos équipes d'affaires étrangères se déplacent, il faut des experts. C'est quoi la conséquence? Puisque, selon votre lecture, la RDC n'amène pas les experts, les personnes qualifiées, sa compétence. Alors la conséquence, c'est quoi? Mais l'échec, 30 ans durant, on fait que négocier, ça ne marche pas. Donc il faut changer l'équipe qui négocie. Il faut des critères rigoureux. Si nous voulons demain, surtout que Trump arrive. Vraiment, ça c'est un enjeu. Non, c'est sérieux. Parce que jusqu'à présent, nous ne sommes pas conscients que nous sommes un enjeu mondial. Donc l'affrontement du monde, c'est sur le Congo, entre la Chine et l'Amérique. Si on a des élites très faibles, on est perdu. Donc il faudrait prochainement, avec l'arrivée de Trump au pouvoir, qu'on ait des hommes solides, des équipes solides, qui vont négocier. Il faut aussi qu'il y ait un débat public. On ne peut pas les négocier en catimini. Ça n'a pas de sens. Il faut que la presse suive tout ce qu'on fait. Donc ce qui est à Luanda ne doit pas se faire à huis clos. À huis clos. On nous amène un communiqué final. Ça, vous n'êtes pas d'accord? Non, on peut dire, avant d'aller là-bas, il faut qu'il y ait des débats dans les médias. Dites-moi un peu, depuis qu'on négocie, tu as vu dans les médias des débats sur la question de l'Est? Monsieur Fedi Mulumba, on y reviendra incessamment avec les données que vous avez avancées. L'arrivée de Donald Trump, c'est quoi? Ça sera quoi l'impact sur la problématique, les enjeux dans la région des Grands Lacs? Son apport va changer quoi? Donald Trump, en 2025, il sera déjà au pouvoir. En janvier 2025. Le 25 janvier, si je me trompe, le 20 janvier. Oui, c'est le 20 janvier. Le 20 janvier. Alors, le professeur Bilolo, vous êtes égyptologue, vous êtes philosophe, vous êtes... professeur spécial de sciences sociales. C'est comme ça qu'on dit en Allemagne, Sozialwissenschaften. C'est un peu un terme difficile à traduire, mais c'est les sciences sociales au pluriel. Ça comprend les sciences politiques, la sociologie, l'économie et tout ça. Ça entre dans les sciences sociales, oui. Voilà. Alors, votre lecture à vous de cette actualité, c'est quoi? Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs qui veulent comprendre les dessous des cartes? Ok, je voudrais d'abord appuyer ce que M. Freddy Mulumba venait de dire par un témoignage que je donne souvent et les gens ne le comprennent pas. Quand j'ai quitté la conférence nationale ici, fin 91, en 92, je participais à une conférence à Munich donnée par M. Larouche qui dit « Il y a déjà des mercenaires armés et formés à partir de l'Afrique du Sud. Ils sont en Ouganda. Et de l'Ouganda, ils viendront en passant par l'Ouganda vers le Congo. Il y aura une crise économique. C'est avec les richesses du Congo qu'on va maîtriser cette crise économique. Je dis bien, je suis en 92. Donc, ce que, par exemple, Onana raconte, ce que Freddy raconte, ce ne sont pas. J'étais moi-même au cœur de ça. Et Larouche, qui était d'ailleurs un ancien candidat à la présidence aux États-Unis, a toujours répété cette position en compagnie d'un président honoraire donc de l'Ouganda, qui avait fait l'intérim avant Museveni, qui a dit non, Museveni est au service donc des intérêts des anglo-saxons. Maintenant, on vient pour aller prendre les richesses du Congo.
Donc, ils veulent prendre, ils avaient décidé de prendre les richesses du Congo par les armes. Je ne sais pas si les Congolais comprennent cela. Donc, les Européens avaient décidé, déjà avant 1992, parce qu'il dit en 1992, donc pendant la conférence nationale ici, que les mercenaires étaient déjà formés et que les armes étaient déjà en Ouganda. Et dans des années 94-95, on m'avait moi-même contacté pour prendre les mouvements de la rébellion qu'on avait commencé à l'Est. Moi, je dis non. Ils ont dit, vous avez dit non, mais il y aura d'autres qui vont prendre ça. C'était avant le génocide rwandais ou après? Ça, c'était avant. Les de l'autre cas, c'était avant. Donc, c'est cette armée-là, maintenant, même quand l'armée est entrée, donc ce qui s'est passé au Rwanda, là, Larouche a dit, c'est un passage. C'est un passage. Donc, ne vous limitez pas au Rwanda. C'est une route de passage. La guerre vient au Congo. Donc, comme je savais cela, je ne pouvais pas accepter les sollicitations de ceux qui prétendaient qu'ils voulaient faire partir Mobutu. Dans les choses, là, Mobutu est déjà malade, vous allez le faire partir. Comment? Parce qu'il est déjà malade, il est mourant, il va partir de soi. Mais ils l'ont fait. Donc, la plupart de positions qu'on dit aux Congolais, on ne blague pas. Nous sommes aussi bien théoriquement à l'intérieur de ça, et comme témoins de étapes, on a même parfois discuté avec les amis de Burundi. Donc, au fond, ce sont des conférences publiques, mais il y avait les gens de CNDD, de ceci, de cela, etc., qui disaient, maintenant, les groupes qui sont entrés au Congo, ils vont vous faire la guerre. Moi, je dis, mais ils ont aidé Mzé, etc., pourquoi ils vont nous faire la guerre? Alors, eux répétaient, parce qu'ils viennent pour piller les richesses, et si vous ne faites pas attention, pour prendre vos terres. Il y a une information qu'on avait déjà de la société civile de Kivu. Il y a beaucoup de choses, je ne sais pas si les politiciens actuels sont conscients de ces effets. Comme Freddy venait de le dire, ils écartent ceux qui sont au cœur du processus, qui connaissent les dessus des cartes. Ils vont discuter comment. Maintenant, on parle avec assez. Cette histoire-là est venue brusquement. Je dis bien brusquement. En fait, pour stopper SADES. Comme SADES venait d'avoir le Congo, donc ça s'était élargi. Donc, d'ailleurs, le Rwanda était déjà là. On l'a chassé, oui, oui. SADC. SADC, oui. Bon, SADC. Donc, SADC, le Rwanda était déjà là-dedans. Le Rwanda est suspendu. Le Rwanda est suspendu de ce groupe-là. C'est comme ça qu'ils ont créé un groupe de 3 pays pratiquement. Le Kenya, l'Ouganda, donc le Rwanda, donc pratiquement ce groupe rebelle. Ils ont intégré la Tanzanie, mais la Tanzanie reste critique. C'est l'ancien royaume de Mwenamwezi. Pourquoi est-ce qu'on veut scinder maintenant le royaume de Mwenamwezi en le faisant appartenir à deux blocs? Non, les 2 pays qui sont restés là, les 3, vous dites, c'est le Congo qui vient leur donner la force. Donc si le Congo se retire, c'est un petit rien qui est là. Alors maintenant, ils viennent avec des intentions de faire aboutir le projet de ceux qui veulent piller le Congo. Et là, nous disons, il faudrait peut-être suspendre l'appartenance du Congo à EAC, promouvoir les activités de SADC et éventuellement... Mais ça fait plus d'une année que la SADC est au Congo. Il y a les militaires de la SADC qui sont au Congo. Oui, quels sont les résultats? Il semble qu'il y a des résultats dans son discours. Le président était revenu là-dessus. Ils ont vraiment réussi à protéger, à repousser en partie donc les gens.
Mais tout se passe comme s'il y avait un accord que le peuple ne connaît pas, que les gens ne connaissent pas. Donc il faut qu'on mette ça sur la place publique, quoi. Sur la place publique. Entre peut-être les Congo et l'Oya et quoi, et les pays là de l'Est, nos voisins là. Parce que ce n'est pas normal, même la discussion que nous menons. Ces gens sont sur notre sol. Nous pouvons discuter si contre M23, le Congo formait M24 qui opère sur le territoire rwandais. Donc M24 qui va opérer sur le territoire rwandais. En ce moment-là, on peut discuter avec le Rwanda, mais aussi longtemps que ces troupes-là sont sur notre territoire. Personnellement, on le sait, il n'y a pas à négocier. L'Amérique ne va pas négocier. Et puis, comme on dit que c'est soutenu par le Conseil des Nations Unies, nous avons besoin, quand nous voulons discuter ce genre de choses, que les représentants donc, de la Russie soient là, les représentants de la Russie soient là, donc des représentants donc, ceux qui ont le droit de veto aux Nations Unies, donc dans les conseils de sécurité, soient là. Pourquoi est-ce que nous sommes toujours, on dit ONU, mais on discute toujours avec les bureaux, les mêmes bureaux là, les anglo-saxons. Pourquoi? Donc c'est faux. Quand c'est Biden seul qui demande à notre président d'aller, moi je dis non. Il parle en tant que qui? En tant que pays ou en tant que représentant du Conseil de sécurité? Pourquoi? Si les 4 présidents venaient, 4 ou 5 présidents, donc membres donc, qui ont le droit de veto aux Nations Unies, viennent et parlent, là on peut comprendre. Mais discuter avec les individus, c'est comme si c'était des accords bilatéraux, alors que nous sommes ici devant un problème pratiquement mondial, donc global, ça ne va pas, donc les Congos doivent faire appel à ces experts. Ils sont là et ils sont écartés chaque fois que le président veut voyager. Ce n'est pas que les gens ne se présentent pas, ce n'est pas qu'on n'envoie pas des listes, mais on les enlève parce que les autres voient les perdièmes au moment où le pays est en train de partir. Les frais de mission et le pays est en train de partir, ça doit cesser à partir de 2025. Voilà, un problème de casting. Vous ne voulez pas citer les noms des individus, mais vous constatez seulement que du côté de la RDC, il y a un problème de casting. Mais du côté du Rwanda, en face, ils envoient parfois James Kabarebe, qui fut ici chef d'état-major. Ça veut dire que le Rwanda en envoyait ces gens-là à une longueur d'avance, je comprends. Non, non, ce n'est pas une longueur d'avance. D'abord, il faut dire à notre peuple que ce n'est pas le Rwanda, c'est l'Occident. L'Occident, les capitalistes prédateurs, les globalistes qui étaient à la base de la guerre de la Fidèle depuis 1994. Donc c'est eux qui bloquent... c'est eux qui bloquent parce que ça fait 30 ans qu'on négocie, pourquoi ça ne marche pas? 30 ans qu'on négocie, pourquoi ça ne marche pas? Parce que dans leur stratégie, il faut que les Congos implosent. Comme on l'a fait avec le Soudan. Le Soudan, on fait à peu près aussi 30 ans. Après la crise au Soudan, on a coupé le Soudan en 4 États, non, pardon, en 2 États. Bientôt, il y aura un 3e Darfour, le 3e État qui va naître. Donc, il faut qu'on comprenne. On est en train de connaître, comment dirais-je, des mutations géopolitiques qui vont toucher à l'existence de certains États. Les grandes puissances, ceux qui émergent et ceux qui déclinent, veulent trouver un terrain d'entente pour se partager l'Afrique et se partager le Congo. Les gens qui pensent que le Congo va rester tel qu'il est, ils oublient que le Congo a été une construction. Ce qui a été construit, on peut le construire. Les Rwandais, quand le Rwanda ne veut pas négocier, Kagame a le pouvoir de dire non, je ne voyage pas. Les maîtres lui ont dit, ça ne sert à rien parce qu'ils sont perdants. Je pense que dans leur calcul, ils avaient prévu qu'ils négocient, dès qu'ils se mettent d'accord, dès que Trump entre au pouvoir, on dit que les dossiers de la crise congolaise n'existent pas. Mais aujourd'hui, M. Freddy, si le Congo accepte de négocier avec les M23, ce sera quoi la conséquence? C'est là où il y a un problème chez l'élite congolaise. Une inconscience. Quelqu'un qui vous a tué, 10 millions de morts, 7 millions de déplacés internes, 500 femmes violées, il vous occupe.
vous êtes humiliés et vous pensez négocier avec telle personne. Donc vous n'êtes pas des hommes. Les gens qui vont négocier avec Kagame, ce ne sont pas des hommes. Avec M23. Ces gens-là... Comment ça, monsieur? On vous a tué. On vous tue, quelqu'un vient piller chez vous, violer vos enfants, vous allez discuter avec lui. Donc, mais non. Non. Écoute, le problème c'est quoi? Je comprends très bien. J'ai dit que notre élite est très faible. L'élite est très faible, même les Rwandais là. Est-ce que vous voyez les Rwandais négocier avec les Hutus? Comment voulez-vous, nous là? On a fait de l'université. Nous sommes des hommes. Un petit pays comme le Rwanda. D'ailleurs, au Rwanda, il n'y a pas d'intellectuel. Hein? Tu ne connais même pas le nom d'un journaliste, même pas d'un écrivain. Il n'y en a pas. Les Rwandais, c'est un négrier. Tout comme l'Ouganda. Ils travaillent pour les intérêts étrangers. Et ce qu'on doit développer chez nous, c'est la résistance. Dire non. Si on ne le fait pas, on va nous occuper. On va nous recoloniser. Ce qui se passe ici, c'est une guerre de décolonisation, pas mentale, mais décolonisation économique. Ces gens pensent que les intérêts, nos richesses minières, non, toutes nos richesses leur appartiennent. Donc nous devons comprendre. Il faut se battre pour qu'on puisse avoir le contrôle de nos richesses, pour que les Congolais et les Africains profitent des richesses de leur continent. C'est pas normal. Donc si je comprends bien, la posture du gouvernement d'engager des négociations avec le gouvernement rwandais, vous êtes contre cette posture? Mais je dis qu'on perd le temps. Parce qu'aujourd'hui, si on négocie avec le Rwanda, les Rwandais retirent ses troupes. D'abord, il n'aura pas l'argent pour vivre, parce que c'est un petit pays pauvre. Ensuite, ceux qui vont rentrer comme militaires vont faire un coup d'État. Tant qu'il y a des désordres à Kinshasa, il y a des désordres chez nous, ils sont contents. Parce qu'ils ont leurs personnes, je l'ai dit et je répète, au gouvernement. Ils ont leurs personnes au Parlement. Ils ont leurs personnes dans l'armée. Voilà pourquoi on est faible. Donc, il faut lire les livres de Michela Hong, qui était venue ici, la Britannique. Il a eu l'entretien avec Karegeya, celui qui a été assassiné en Afrique du Sud. Karegeya lui dit ceci: nous sommes un petit pays. On n'a pas une profondeur stratégique. Donc, nous faisons par tous les moyens pour avoir nos gens à Kinshasa. Donc il faut avoir un gouvernement qui est pro-rwandais, donc qui contrôle. Mais entre-temps, il faut qu'il y ait des désordres au Kivu. Parce qu'on ne peut pas faire la guerre sur le territoire rwandais, nous devons faire la guerre sur le territoire congolais. On ne peut pas comprendre ça. Et ça nous manque au moins de comprendre ces enjeux. La stratégie rwandaise. Pour monter des stratégies et puis les foutre à la porte. Il n'y a pas autre chose. Ces Congolais qui sont au gouvernement, qui sont au Parlement, mais qui sont de mèche avec Kagame, qui sont de mèche avec le Rwanda. Ouais. Qu'est-ce qu'ils gagnent? C'est quoi leur intérêt? Leur intérêt, c'est l'argent. C'est l'argent. Tu sais, je te prends un exemple. Oui. Quand Mobutu, le maréchal Mobutu était à la fin de son pouvoir, son régime, avant le 17 mai 1997, l'ambassadeur américain, Simpson, a contacté tous les Mobutistes. Il a contacté Mayele, il a contacté les gens qui étaient au pouvoir, il a contacté les gens de service de renseignement pour leur dire, pour Mobutu c'est fini, vous pouvez partir, quitter le pays, parce qu'il y a un nouveau gouvernement qui arrive, mais on va vous protéger. C'est les Américains. L'ambassade américaine dit ça aux Congolais. Et Ngwanda écrit dans son ouvrage que en Afrique du Sud, négociez pas avec les Rwandais, négociez pas avec les Rwandais, pardon, avec les Ougandais. Donc, avant San City. Donc, les envoyés du maréchal négocient avec les Américains. Ils leur disent c'est fini, vous devez partir. Donc, il faut qu'on comprenne ça. Donc, le maréchal avait un certain niveau, il comprenait bien les enjeux et il négociait directement avec les élites. Non, non, en fait, donc tu penses qu'on ne négocie pas avec les Rwandais. J'ai dit que c'est le président Biden qui a demandé au président d'aller en Afrique du Sud. Il faut que les Congolais comprennent. Notre élite, on ne sait pas ce qui nous arrive. On ne sait pas ce qui nous arrive. Nous devons éclairer notre peuple. Ce qui se passe ici, c'est une guerre de décolonisation. Il n'y a pas seulement que le Congo, c'est toute l'Afrique. Hein. Ça a déjà commencé. Ceux qui ne vont pas s'adapter à ces imitations seront jetés dans la poubelle de l'histoire. Voilà la réalité. Monsieur Fedi Mulumba, merci beaucoup pour ces analyses. Hein. Alors, votre réaction aussi, professeur
Bilolo. Oui, je l'appuie. Monsieur Freddy Mulumba a parlé de deux aspects. Apparemment, je ne sais pas s'il se contredit, mais il dit deux choses. D'abord, le Congo va négocier sans les experts, les personnes qualifiées. D'où il conseille qu'il y ait des qualifiés, des gens qui ont un background. La deuxième chose, M. Freddy Mulumba déconseille à ce que la République démocratique du Congo puisse négocier avec l'agresseur, celui qui nous tue. Votre avis par rapport à ça? Oui, il a raison. Le débat doit devenir public. Partout dans le monde, quand on veut négocier, on présente les éléments. On dit voilà ce que A exige, voilà ce que B exige. Le peuple doit le savoir. Nous devons savoir qu'est-ce qu'ils vont discuter. Quelles sont les conditions posées par A? Quelles sont les conditions que nous posons? Le peuple doit participer à ce débat. L'élite intellectuelle d'un pays doit participer à ce débat. Ça ne peut pas devenir un débat secret. Je vous ai dit que je suis directeur de l'Institut africain d'études prospectives, créé pratiquement par l'Union africaine. C'est le président Mobutu qui a accepté que le siège soit à Kinshasa. Le siège. Mais nous sommes là pour penser tout ce qui engage l'avenir de l'Afrique, pour les documenter. Nous ne sommes pas informés. Donc, on n'est pas informé, on n'est pas initié. Vous allez préparer l'avenir de l'Afrique. Comment? Vous allez faire des mises en garde, des notes techniques pour ceux qui vont discuter. Comment? Donc, ce débat, comme il est dit, la science doit participer. La recherche scientifique congolaise a des instituts qui ne s'occupent que de ce genre de questions. Il faut négocier ou il ne faut pas négocier? Nous avons crèche, nous avons. Il faut négocier avec les experts ou il ne faut pas négocier? Non, les experts peuvent négocier parce que ça prend la forme de rencontres scientifiques. Il y a une crise, comment sortir de cette crise? Mais nous, en tant qu'État, pays, comme il est dit, nous devons être prêts à sacrifier 2 millions de soldats et jeunes patriotes congolais à l'Est. La Russie a perdu des millions de ses fils pour se libérer de Hitler et venir jusqu'à Berlin. Il y a 10 millions de morts, vous voulez ajouter 2 millions de plus? Non, je vous assure, nous pouvons même sacrifier un quart des Congolais. Nous devons libérer l'Est. Nous devons libérer Makila Nabiso Pona Congo. Nous devons être prêts à sacrifier 3/4 de nos soldats. Vous connaissez l'auteur qui dit qu'il n'y a pas, dans chaque guerre, il n'y a pas de vainqueur. Tout le monde est perdant. Ben, c'est vrai, mais c'est faux aussi parce que Hitler a été vaincu. Donc, nous devons faire la coalition et marcher, comme je l'ai dit, et marcher vers Bunagana. Professeur, ne serait-il pas peut-être utile de négocier avec ces globalistes? Non, 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 après avoir fait la guerre. Je suis d'accord. Kabila a fait des concessions et des concessions, il a signé, il a intégré ces gens-là. Ces rebelles dans l'armée, ils sont même devenus un danger. Est-ce que nous voulons continuer dans ce sens-là? Non. Tu viens occuper ma maison, je dis bien. Nous allons sacrifier le président de la République en tant que commandant suprême des forces armées doit être prêt à sacrifier des dizaines. Donc si cela, ça demande comme ça, oui, donc les femmes qu'on viole et qu'on tue, les 10 millions de morts là, les civils qu'on vient égorger la nuit, c'est ça que vous voulez? S'il faut mourir, il faut mourir sur le champ de bataille. C'est le nombre aussi qui compte. Si les Américains viennent nous bombarder, qu'ils nous bombardent avec leurs avions de guerre, et le monde entier verra ça. Mais aussi longtemps que c'est sur le champ de bataille, envoyez nos forces armées au front. Je ne veux pas les voir à Kinshasa, je ne veux pas les voir à Kananga ou dans les choses, bien sûr, on doit toujours garder quelques militaires.
Mais actuellement, les individus sont protégés par une vingtaine de gardes républicaines. Des individus qui ne sont même pas des institutions. Le président de la République est une institution. Mais un directeur de ceci ou de cela, là, à la présidence ou dans un ministère, qu'est-ce qu'il est? Pour que 20 gardes républicaines, de commandos congolais, là où les Congos ont investi, au front, nous devons nous battre. Et pendant que nous nous battons, d'ailleurs la guerre là ne va pas durer longtemps, selon mes estimations, c'est en ce moment-là qu'on va négocier. Non, on ne se bat pas encore. Hein? Pour le moment, on se bat. Pour le moment, nous disons, ça c'est notre point de vue, nous ne sommes pas informés sur ce que l'armée fait, nous ne pouvons nous baser que sur le bulletin donc des informations que l'armée donne. Mais professeur, je vous arrête un peu. Permettez que je vous arrête. Oui. C'est très important votre raisonnement. C'est vraiment instructif. M. Freddy Mulumba a évoqué un aspect que je trouve capital. Il dit, dans le gouvernement, il y a des infiltrés. Oui. Au sein du Parlement, il y a des infiltrés. Je parie même que dans l'armée, Mais il y en a ou bien tu paries? Il y en a, tout le monde connaît. il y a des infiltrés également. Mais comment on peut finir la guerre pendant que nous sommes infiltrés comme ça? Comment on va finir cette guerre? Oui, nous devons former l'ANER de l'ANER, un service de renseignement, un service de renseignement. Chaque avenue doit avoir les jeunes, les autres, qui s'occupent de renseignement. Avenue par avenue, village par village. Nous devons nettoyer nos institutions. Et ça, vous savez, que le budget n'est pas décaissé. Quand on vous dit on a voté 17,8 millions, vous voyez les gens qui paralysent là. En fin de compte, l'année se termine, ce n'est pas décaissé. C'est-à-dire on a des fonctionnaires M23 qui sont partout. Nous nous fixons trop sur les choses. Le président peut dire qu'il augmente le budget de l'agriculture. On a augmenté ceci, de la recherche scientifique. Il n'y a rien. Hein? M23 dans l'administration. L'administration congolaise est largement dans les mains de M23. C'est pas possible. Il vous paralyse tout. Dan. Que le président demande, demande au centre de recherche combien ils ont eu. Moi, je n'ai eu rien. Donc, l'INADEP n'a pas vu un seul sou à part les salaires des agents. Les sergents ici n'a rien eu. Donc, je peux vous citer, je ne sais pas, les crèches, les ceci, ils sont obligés de louer quelques objets. Nous n'avons rien eu. Les universités aussi et les autres institutions. Donc, les M23 fait détourner tout l'argent. D'ailleurs, pour vous payer, vous devez accepter de donner 30%. Ça, le président doit le savoir, qu'on exige 30%. Donc, sur le budget, là, 30% vont aller dans les mains des privés. Sinon, on ne vous paye pas. Si vous n'aurez pas cet argent-là, si vous ne donnez pas les 30%. Monsieur Freddy Mulumba, parlez-nous un peu de cette... de ce qui se cache, ce qui se cache derrière la force des Rwandais. Pourquoi les Rwandais semblent orgueilleux? Non, les Rwandais ne sont pas orgueilleux parce que tous ont été formés ici. On nous a formés tous, ils ne sont pas orgueilleux. Demande aux gens dans les temps du temps de Mobutu qui avaient peur des Rwandais. Les Rwandais avaient peur de nous. Maintenant, les Rwandais sont instrumentalisés par l'Occident pour détruire, pour humilier les Congolais. C'est ça le travail qu'on est en train de faire. Les pauvres viennent vous parler M23 et il y a des fonctionnaires M23. Mais c'est une vérité. C'est ce qu'on appelle la guerre hybride. Donc, on vous joue, on vous met des gens dans les places stratégiques qui paralysent tout. On paralyse tout. C'est le travail de James Kabarebe. Vous pouvez savoir, à l'aéroport de Kinshasa, à l'aéroport de Ndjili, James Kabarebe avait des gens. Tout le monde qui voyageait, James Kabarebe connaissait tout. Vous avez des gens ou à des gens toujours? Je ne sais pas, est-ce qu'on a tout nettoyé? C'est la question. Mais il y avait des fonctionnaires là-bas qui donnaient des informations à James Kabarebe, jusqu'à ce qu'on nous arrête. Donc, l'infiltration est très poussée. Ce qui fait qu'il faut maintenant de l'intelligence stratégique.
identifier les véritables maîtres. C'est un travail de service de renseignement. Les renseignements, ce n'est pas pour arrêter la population. C'est aussi étudier la société, voir les conflits, comment il faut lutter contre l'ennemi. C'est ça aussi les renseignements. Ce n'est pas venir quelqu'un parler contre l'arrêter. Non, ça ne marche pas comme ça. Les renseignements sont là pour, comment dirais-je, protéger les pouvoirs politiques et protéger aussi les pays. Mais ce n'est pas le cas ici. Je pense qu'il y a un problème aussi sur le plan historique. Les profs vous disent nous devons sacrifier des populations. Nous devons nous sacrifier pour gagner cette guerre. C'est une guerre de libération, c'est une guerre de décolonisation. L'Afrique noire est le seul continent qui est encore resté dominé par les anciennes habitudes des capitalistes, par les capitalistes qui se comportent comme des temps de la colonisation. Regardez les cas de quel pays? La Corée du Nord. Les cas de quel pays encore ici? Le Vietnam. Vous savez combien il y a de morts? Aujourd'hui, les Américains, tout comme les Européens, quand ils partent en Asie, ils respectent les Asiatiques. Ils négocient d'égal à égal. Ils viennent en Afrique, on vous donne des ordres. Ça signifie que jusqu'à présent, vous n'êtes pas encore libérés. Il faut avoir le sans sacrifice. Vous voulez être libre, il faut sacrifier. Si vous voulez être esclave, croisez les bras, on va vous dominer. Donc nous devons toutefois voir comment les autres peuples sont libérés. Lisez l'histoire de la Chine, de Mao. Donc nous ne sommes pas indépendants. On est indépendant où? Donc, on veut changer la constitution. Il y a des individus qui appellent non, il ne faut pas changer. Et je vois des petits politiciens raconter des choses à la télévision. Notre classe politique, notre élite est très faible. Donc si nous voulons demain qu'on soit fiers de ce pays, il faut de nouvelles élites. On ne change pas d'élite, ça va continuer. M23 sera toujours là. Hein? On négocie, M23 intervient. Quand les profs vous parlent là, Nang vient d'où? Nang, vous connaissez Nang, non? Corneille. Oui. Il vient d'où? Il y a encore l'autre là. Il y a un conseiller au ministère de la Culture qui était avec l'ancienne, la dame qui était à la Culture. Il est avec Nang là-bas, non? Mais il est au gouvernement. Donc, il y en a encore beaucoup qui attendent à ce que, s'ils attendent que Nang est déjà à Kisangani là-bas, mais ils vont tous fuir. Ils ont les habitudes comme du temps de Mobutu. Quand l'AFDEL venait, à Kinshasa, les gens se préparaient pour recevoir l'AFDEL. Et l'AFDEL est chassé, ils sont restés. On assassine Kabila. L'AFDEL est une malédiction ou une libération? C'est une malédiction. Pourquoi l'AFDEL est arrivé? C'est parce qu'à l'interne, il n'y avait rien. Et beaucoup de Mobutistes qui parlaient, qui étaient ici, ne comprenaient pas. Donc M. Kabila, on peut le considérer comme étant un traître? Moussa Kabila, s'il était traître, hein, il pouvait laisser les Rwandais nous dominer éternellement. Il s'est sacrifié pour ça. Et je te rappelle ici, 3 mois avant son assassinat, il a reçu Diane Djokoupa. Il a dit à Diana, je sais qu'on va me tuer. Il savait. Mais vous qui restez, battez-vous. Ça c'est Moussa Kabila, il le savait. Aujourd'hui vous avez des justeurs partout là. Ils ne veulent pas parler. Des justeurs, vous parlez comme Kabound. Alors, monsieur Kabound, c'est le plus grand justeur, lui. Il avait déclaré minier au Qatar. C'est des histoires, ça. Aujourd'hui, il parle parce qu'il est en prison. Mais demandez ici ce qu'il faisait. C'était le tout-puissant. Vous savez, nous sommes faibles. On n'a pas d'élite ici. J'ai vu tout le monde derrière Kabound, là, en train de courir derrière moi. C'est quoi ça? Monsieur Freddy Moulumba, juste permettez-moi une dernière question. Aujourd'hui, M. Freddy Moulumba, on lui accorde le pouvoir politique. Il a l'impérium, il a la présidence. C'est quoi les premières décisions que vous prendrez? La première décision, c'est libérer l'information. La liberté d'informer notre peuple. C'est la plus grande arme. Si les médias commencent à laisser notre peuple s'exprimer librement, les choses vont changer. Deuxièmement, c'est l'armée. Mao disait, si vous avez des richesses, vous ne savez pas les protéger, on vient les prendre gratuitement. Donc il faut une armée forte pour mettre ces gens dehors. C'est tout. La vie est faite ainsi, il faut créer un rapport de force. Merci beaucoup, Monsieur Freddy Moulumba. Alors, professeur, je vais poser aussi la question sur Monsieur Freddy Moulumba. On va finir avec l'arrivée de Donald Trump. C'est dans plus ou moins un mois qu'il sera là. Comment voyez-vous l'état de notre armée, les FARDC? Comment voyez-vous l'état de notre armée?
Les jeunes soldats sont très motivés, sont des patriotes, ils sont pratiquement comme l'esprit de Wazalendo qu'ils ont aussi. Ils sont très engagés. Mais au-dessus là, je vois seulement la haute bourgeoisie. La haute bourgeoisie qui n'existe nulle part au monde. Quand un général sort, jep de militaires avec la garde républicaine, 6 ou 12 devant, d'autres derrière, et là il y a des pajeros qui entrent, on dirait cortège présidentiel. Même Madame, son Excellence, Madame la Première ministre, marche avec moins de garde que nos généraux. Or, un général, c'est un soldat, donc son chauffeur, c'est un soldat. Pourquoi est-ce qu'on s'entoure avec tant de militaires et surtout de la garde civile? Ça, ce n'est pas bien. Le président devrait à ce niveau appliquer la politique d'Erdogan, retraité. On vous paye, mais vous êtes retraité. Vous ne pouvez pas autoriser aux généraux de faire des commerces ou d'avoir des carrés miniers ici. À partir du moment où quelqu'un devient commerçant ou s'occupe des carrés miniers, au fond, il n'est plus soldat. Comment ça? Il a été formé pour... Non, il a été... Non, vous savez, quand on a introduit ces principes-là, être ministre commerçant, être président commerçant, être ceci commerçant, même votre famille n'a pas le droit d'entrer dans des commerces parce que c'est trafic d'influence. Vous ne pouvez pas utiliser votre position pour vous, politique ou militaire ou quoi, pour vous embourgeoiser. L'État vous garantit des conditions de vie viables, même après votre... Peut-être parce qu'ils ne sont pas des meilleures conditions. Non, ça, on doit défendre. Le président devrait, dans ces domaines-là, suivre l'exemple du président Erdogan, qui avait mis de côté 400 000 fonctionnaires. Tous les généraux, il a mis à la porte. Donc, il l'a fait, les gens regardaient, c'est possible, y compris les médecins et les infirmiers. Quand on nettoie la société contre l'infiltration, il faut des mesures radicales. Le président ferait mieux de prendre des mesures radicales. Et comment ces militaires arrivent à avoir des carrés miniers? Ah, je ne sais pas, il faut leur demander comment ils arrivent à ces carrés miniers, donc à ces pillages de la nation, à protéger les pilleurs, même les étrangers, et deviennent pratiquement des parapluies qui protègent ces gens-là. Ces habitudes doivent cesser, et là, la parole du président, sa signature, suffit pour mettre fin à des choses pareilles. Ça ne demande pas l'aide de la Banque mondiale ou des millions, non. On nettoie l'appareil militaire. Les nettoyer, cela ne veut pas dire vous êtes mes ennemis. Non, nous pouvons continuer toujours à nous rencontrer dans des fêtes, etc. Mais comme il y a eu une telle tendance, et que c'est très difficile même de trier par-ci, celui-ci, celui-là, non, c'est difficile, on prend en masse, on met dehors, on renouvelle avec ces militaires qu'il venait de former. Il a de jeunes militaires. Nous avons de jeunes officiers, ou on a des officiers qui étaient même en exil longtemps avec nous tous ici. Il y a des gens pour remplacer. Nous avons de techniciens. Je venais de parler avec un garçon, donc d'ailleurs que le président connaît, qui s'occupe des histoires de la sécurité dans des sociétés même d'électronique. Bintou, c'est un Congolais. Il m'a dit, nous pouvons sécuriser notre communication. Vous faites des cartes d'identité que vous donnez à des privés qui prennent les données biométriques et l'iris du président de la République. Maintenant, on ne sait même pas où est-ce que ces Maliens là et autres sont partis. Pourquoi est-ce que le Congo, en tant qu'État, ne peut pas demander à l'imprimerie d'État de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Angleterre, même de l'Amérique, l'imprimerie d'État, qu'ils nous fassent des cartes?
Parce que nous les aimons comme ça, les Européens, nous les aimons beaucoup. Alors, faites, même avec les Russes, mais travaillez avec l'imprimerie d'État. Comment est-ce que vous pouvez donner pour les formulaires de l'État, les cartes de l'État, vous donnez ça à des individus qui sortent de l'inconnu et puis vous leur donnez de donner comme ça. Non, ça doit cesser parce qu'on va avoir des commissions. Non, nous demandons à notre État, dans les domaines de pareils sensibles, d'être traités avec les autres États. Ils peuvent vous faire des cartes qui ont déjà un numéro invisible au moment où l'on fait la carte là. Il y a déjà un numéro, ou le formulaire, il y a déjà un numéro invisible. Ce système d'aller faire des cartes des agents de l'État, de ceci, même notre carte de l'identité, nos passeports, à des individus, il faut que ça cesse. Merci beaucoup. On va finir, hein, M. Freddy Mulumba. Un petit mot par rapport à l'arrivée de Joe Biden. Qu'est-ce que ça peut changer? L'arrivée de Trump. De Trump plutôt. Oui, je pense que c'est une opportunité pour nous qu'il faut saisir. Trump a au moins 2 ans, parce qu'il contrôle le Sénat, la Chambre des représentants, il contrôle tout aujourd'hui. Il est le plus puissant. Il faut maintenant qu'on soit sérieux. Des gens qui peuvent aller négocier avec les Américains carte sur table. Parce que les Américains ont une capacité de nuisance. Toutes les guerres à l'Est sont les Américains. Ce ne sont pas des Chinois, ce ne sont pas les Russes qui nous font la guerre. Ça signifie qu'il faut qu'on étudie. On va voir l'Amérique avec documents, avec des gens capables, qui les comprennent, qui peuvent discuter avec eux. Parce que Trump, c'est un homme d'affaires. Il vous a dit l'Amérique d'abord. Il ne faut pas attendre qu'il viendra régler vos problèmes, vous vous trompez. Si vous ne faites rien, mais on va vous êtes perdu. Donc il faudrait, le problème c'est nous-mêmes. Et tant qu'on n'a pas compris qu'il faut des gens capables, quand je dis capables, patriotes, des gens conscients, honnêtes, les gens qui ont la volonté de puissance, qui ont des ambitions de grandeur. On ne peut pas parler au Congo comme on le fait aujourd'hui. Tu vois, nos gens voyagent, ils discutent avec. On sent qu'il y a une légèreté. Il faut des hommes maintenant. Êtes-vous sûr qu'avec l'arrivée de Trump, les choses vont changer? Il dit que ça dépend de nous. Si nous prenons les gens qui maîtrisent, le Congo, allez au Canada. La plupart des professeurs, les meilleurs, sont congolais. Comment on peut venir au Congo? Il n'y a ni université, il n'y a rien. Il n'y a même pas d'élite. Quand les Congolais sont à l'extérieur, ils sont les meilleurs. Pourquoi on ne peut pas faire appel à ces meilleurs Congolais qui sont dans des institutions internationales? Pourquoi on ne peut pas les prendre? Il n'y a rien ici. C'est parce que le système de Kagame est présent. Quand vous êtes occupé, hein, on ne peut pas accepter que les meilleurs soient dans des places stratégiques. L'occupant fait partie moyen pour oublier les cartes. Et réalisez l'histoire des peuples. Hein. Réalisez. On a tendance à oublier ça. Réalisez notre histoire de la colonisation. Quand on vient, quand les Belges venaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vont d'abord casser tous les chefs coutumiers, légitimes. Quelquefois on les tue. On va prendre des bandits, des voyous qui deviennent des capitales. Et ces bandits-là vont réprimer les peuples. C'est ainsi qu'on domine le monde. On domine par exemple le Congo. Donc il faudrait qu'on comprenne, il faut nous battre. Et l'arrivée de Trump, c'est une occasion pour nous. Du fait qu'il ne va pas entrer dans des magouilles, aller soutenir Kagame, Museveni pour venir nous tuer et voler l'argent. Lui, il n'en a pas besoin. Mais il a besoin de défendre les intérêts américains. Et puis les profs viennent te parler de l'histoire de l'État. Mais il y a un problème ici. Il y a infiltration. Mais comment est-ce qu'on peut prendre les cartes d'identité, on donne à des privés? Parce qu'il faut toucher des commissions. Non, tu sais, quelquefois, je dis, chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Parce que si on était sérieux, au moins au niveau de la presse, donner l'information, montrer toutes les magouilles. Notre presse fait quoi? Seulement des querelles d'individus. Bunangana, ça fait 2 ans. La mine de Rubaya, on pille. Que la presse fait même pas un petit mot. Moi, j'étais au potentiel. Je pars en Amérique, au Canada. On me dit qu'il y a un projet de balkanisation. Dès que je rentre à Kinshasa,
dès que je suis rentré, j'ai vu les professeurs, pardon, monsieur, l'excellence ministre Mouting Moutichaï, qui était le patron du potentiel. Je lui ai expliqué, on m'a dit qu'il y aura, le pays sera balkanisé. En 2009, on a fait au coin de la Une, non à la balkanisation. 10 millions de morts, c'est assez. Ça, c'est après. Non à la balkanisation. Ça passait chaque matin. Je dis chaque matin. Nos amis occidentaux dérangés, ils ont fait pression pour qu'on enlève. Jusqu'à faire pression pour que je quitte le potentiel. Donc vous devez comprendre, c'est la lutte. Nous sommes tellement très riches, on ne peut pas nous laisser tranquilles. Donc nous devons construire cet esprit de combat, de ne pas accepter une domination quelconque. Quand tu vois les Rwandais, ils commencent à nous dominer. Je vois tout le monde trembler comme ça devant les Rwandais. Est-ce que du temps de Mobutu, on pouvait trembler comme ça? Il faut vite se récolter à ça. Les Rwandais ne pouvaient pas parler ici. Tous ont été formés ici. Aujourd'hui, ça devient un modèle. Tu vois, on a tout perdu. Donc il faut redorer l'image perdue. Et non seulement nous sommes riches, la guerre là est à plusieurs niveaux. Nous sommes un grand État, et ceux qui veulent le dominer ne veulent pas que l'Afrique ait de grands États. Qui parle aujourd'hui du Soudan? Quand vous regardez les statistiques, les grands pays, même Afrique, ensuite Algérie, le Congo, donc c'est pour cela qu'ils veulent aussi que le Congo puisse disparaître de cela. D'ailleurs, le nom de Congo, c'est un nom historique. Donc nous existons, comme je l'ai dit, depuis plus de 5 siècles. Les Européens n'ont rien fait. Quand ils disent « nos frontières de l'Est, c'est connu ». C'est 30e degré de longitude Est. Ça date du 15e siècle. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et qu'est-ce que les Belges n'ont rien fait? Moi, je dis bien, c'est pour cela que quand on va discuter les négociations, il faut aussi connaître l'histoire. Donc, comme notre pays existe, on veut le miniaturiser. Le grand Mani Congo, l'Angola, là, si on dit, ah, le président peut l'Angola. L'Angola fait partie de Mani Congo. Le Congo-Brazzaville fait partie de Mani Congo. Le Gabon fait partie de Mani Congo. Là où l'on peut se discuter, c'est peut-être pour l'ancien royaume de Kasanga-Kassange, qui fait aujourd'hui la Zambie et le Botswana. Donc vous voyez que cet État-là qu'on appelle la configuration congolaise existe depuis 1000 ans. Regardez sur toutes les cartes, vous allez vous retrouver, vous n'êtes pas une nation que les Européens ont inventée. Nous existons avant l'existence de l'Amérique. Nous existons, c'est-à-dire de l'Amérique, des États-Unis et du Canada. Nous existons, nous sommes sur toutes les cartes, avec le Brésil et tout le monde. Nous sommes là, regardez, prenez la carte du 16e siècle, de 1500 ou quoi, de 1600. Vous allez vous retrouver. Alors vous ne pouvez pas continuer de dire, les Européens nous ont formés. Ils n'ont rien fait. Ils ont miniaturisé le Congo en arrachant les Mani-Congo, en arrachant l'Angola. Heureusement que nous sommes maintenant retrouvés de nouveau dans le cadre de SADC. Donc, soyons forts. Le président doit prendre conscience. On veut nous anéantir même linguistiquement. Parce que bientôt, nous allons compter parmi les langues les plus parlées, la langue, les tchèques, que j'appelle les Chibantou, la langue la plus parlée de la planète. Parce que nous allons dépasser les Chinois, même en nombre. Nous sommes grands et le Congo est garant de cette grandeur de l'Afrique. Et le président congolais doit prendre conscience qu'il est un grand président. Il doit s'entourer des meilleures têtes de cette nation. Ces meilleures têtes de la nation ne sont pas autour de lui. Au temps de Mobutu, on savait que Malou était autour de lui, les Cécile, donc les Mabi Moulumba, tout ce que nous avions d'élite en philosophie, en théologie, en physique, en chimie, dans tous les domaines, en économie, ils étaient avec Mobutu. Est-ce qu'ils sont avec Félix? Non. Et pourquoi? Nous sommes les enfants de Félix, nous sommes les amis de Félix, nous sommes les frères de Félix, nous sommes là pour l'aider. Nous sommes rentrés dans ce pays
pour aider le président de la République, donner le meilleur de nous-mêmes. Cette élite-là existe, appelle du matin jusqu'au soir. Nous voulons que cette équipe choque, entoure le président. Que quand il se déplace d'ailleurs, les gens regardent l'équipe, eux-mêmes tremblent, ils disent là, il ne faut pas prononcer une parole déplacée. Il y a des paroles que Macron ne peut pas prononcer quand il sait que tel est dans la salle. Et le président doit viser, non pas laisser le tout au protocole, où les gens se mettent sur des listes comme ça, on sait, mais ils vont là-bas, pourquoi? Maître, professeur plutôt Bilolo Moubabengi, c'est ça? Merci beaucoup de votre présence dans cette émission. Merci beaucoup aussi à M. Freddy Moulumba pour ses analyses. Voilà, pas de commentaires, hein. Vous allez vous-même faire des commentaires. Merci beaucoup, M. Freddy. Toujours floqué avec son maillot, hein, Holocauste au Congo, non? Non, c'est pour rappeler, parce qu'on est inconscient, c'est pour rappeler aux gens qu'il y a plus de 10 millions de morts. Parce que, tu sais, les jours où notre presse va aller à l'Est, filmer les 7 millions de déplacés internes, et si ça passe à la télévision régulièrement, je pense que les gens prendront conscience. Mais quand notre presse nous laisse toujours dans des concerts musicaux, là on est perdu. Non, mais ils sont sans argent. Pour aller là-bas, ils ont besoin d'hôtels, de ceci, de cela, les billets d'avion. Il faut que l'État se mette derrière les journalistes, puissent les soutenir. C'est comme ça que les choses peuvent avancer. Mais comme M23 contrôle tout ça, les journalistes et les stations de télévision de Congolais n'ont pas de soutien. Je voulais aussi m'excuser. Nous ne sommes pas fâchés. C'est le thème. C'est la tragédie, les drames là qui est Holocauste au Congo, génocide au Congo, ces morts qui font que... Et même notre pays qu'on est en train de traîner dans la boue, trimballer nos politiciens, notre président, ça fait mal. C'est pour cela, quand on parle, les gens ont l'impression qu'on élève un peu les tons. Vraiment, merci beaucoup à vous. Merci, chers téléspectateurs, à vous tous qui nous suivez de par le monde. Et cette émission est terminée. Merci à vous tous qui nous écrivez à chaque fois qu'une émission est partagée sur votre chaîne Congo Buzz Télévision. On va donc se retrouver prochainement. On fera une émission spéciale, hein, avec M. Freddy Moulumba, professeur Bilolo, avec l'arrivée de Donald Trump. M. Freddy Moulumba fait ses analyses. Il a dit que l'arrivée de Trump pourra avoir une incidence majeure dans la question de la sécurité dans les îles. Mesdames et messieurs, portez-vous bien et bon début de semaine.